Ça a lancé le webinaire. Ok. C'est bon, on est en ligne. Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. Ça y est, je vois le nombre de participants qui augmente. Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est sympa de voir tous ces petits messages apparaître dans le chat. Je pense qu'à 2-3, 11h02, 3, on pourra commencer. Ça marche. Tac. Ah. 11h01. Encore 1 ou 2 minutes? Ouais, Ok. je vois que ça fait que monter. Hmm. 77. Vous voyez vous aussi le nombre de participants? Oui. Ouais, tu regardes 80. Préparez-vous à ce que Rémi fasse des blagues sur le chat. Je sais J'ai vu un bisou passer déjà. Ouais, il y a déjà un bisou qui est passé. Effectivement, tant dans le contenu, dans le fond que sur la forme. Rémi, c'est un message à faire passer de la part de la ministre. N'hésite pas surtout, hein. Il avait fait la dernière fois. D'accord. Bon, vous voulez qu'on commence? Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, rebonjour à tous. Merci d'être parmi nous pour ce webinaire. J'espère que vous êtes tous bien confinés et en bonne santé surtout. Alors, le thème qu'on va traiter aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est EdTech Rise Up Ubicast, 3 offres complémentaires pour une solution unique. L'idée, c'est qu'en réalité, avant la crise, depuis pas mal de mois, on avait déjà commencé à travailler ensemble les uns les autres. Donc, EdTech travaillait déjà avec Rise Up travaillait déjà avec Ubicast, et Ubicast avait commencé à travailler avec EdTech. Et on s'était déjà posé la question, on avait commencé à anticiper ce qu'on pourrait faire si on était tous les trois ensemble. Et donc, on a accéléré cette démarche pour vous la présenter aujourd'hui, puisque maintenant, elle est fonctionnelle. Donc, moi, je me présente, je suis Alexandre Leicht et je suis le CEO de EdTech. Arnaud Blachemois, je suis cofondateur de RiseUp. Jean-Marie Cognet, cofondateur et CEO de Ubicast. Alors, au programme de ce webinaire, on va commencer par une introduction, vous expliquer ce qu'il y a derrière, les constats qu'on a pu faire et pourquoi est-ce que cette solution pour nous est plus que légitime et extrêmement innovante. Ensuite, on va vous expliquer chacune des briques et là, chacun prendra la parole pour que vous compreniez le fonctionnement et la valeur ajoutée de ces briques et comment est-ce qu'elles fonctionnent dans l'écosystème global une fois que tout est réuni. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses. Vous avez une section questions. Vous avez le chat et une section questions. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section qui est dédiée. Dans tous les cas, de toute façon, on fera en sorte s'il y a des questions à poser ou qui sont liées au thème qu'on est en train d'aborder, on y répondra en live. Et vous avez deux médiateurs qui sont présents sur le chat. Vous avez Sarah et Anne-Cécile. Alors, pour commencer, les constats qu'on a pu faire chacun de notre côté.
Du côté d'EdTech, on se rend compte que les départements formation sont extrêmement ralentis. Tout le monde est impacté à peu près, je dirais, de la même manière, à savoir que il y a des équipes réduites, les gens sont difficilement joignables et ce qui crée une désorganisation dans les départements formation. Donc, il y a un besoin, un manque ou un besoin d'accompagnement qui se fait énormément ressortir. Et donc, nous, on essaie de trouver une solution en ce sens, donc vraiment pour améliorer le fonctionnement et donner un coup de boost au département formation. Voilà, ça, c'est ce qu'on voit de notre côté à nous. Arnaud, je te laisse faire tes constats. Côté RiseUp, depuis le début de la crise, en fait, on voit deux choses très différentes. On voit les entreprises qui étaient bien équipées et qui avaient déjà une chaîne assez structurée qui explose les usages côté formation. Et on voit des entreprises qui étaient malheureusement pas préparées et qui souhaitent vraiment des démarrages très rapides et qui ont besoin de réunir plusieurs briques ensemble très rapidement. Parce que pour produire finalement et diffuser, il faut avoir des solutions complètes. On est sur un marché qui est quand même assez fragmenté. Il faut à la fois de la création de contenu, à la fois du conseil, à la fois une plateforme. Donc, on a des solutions très packagées. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a souhaité faire ce webinaire aujourd'hui. Et ce qu'on constate surtout, c'est que quand c'est bien mis en place, les usages explosent. Pourquoi? Parce que les gens ont le temps de se former. Et surtout, finalement, comme on peut l'avoir quand on va en salle de formation, on est déconnecté du quotidien. Là, les gens sont à distance, sont chez eux et sont également déconnectés du quotidien. Et donc, ils sont vraiment prêts à avoir de la formation à distance. Et l'idée aujourd'hui, c'est un peu de vous présenter justement comment une chaîne peut fonctionner dans sa totalité pour amener finalement les clients qui sont complètement à l'arrêt vers un usage de ces solutions parce que ça s'y prête bien et il faut se lancer. Côté Ubicast, ce qu'on a observé sur notre infrastructure déjà, c'est que la vidéo est plébiscitée en ces temps de confinement parce que, comme l'a rappelé Arnaud, c'est un bon temps pour se former. Moi, j'ai vu personnellement beaucoup de profils sur LinkedIn s'updater avec j'ai fait telle nouvelle certification. Les gens se forment en ce moment, ils prennent le temps de le faire. Et puis, la vidéo, pour se former dans ces temps de confinement, il y a deux façons de le faire. En synchrone, comme on est en train de le faire, sous forme de webinar, avec des visioconférences, les différents outils qui ont pu être cités ces derniers jours, comme Zoom, par exemple. Et puis, il y a aussi la possibilité de faire de l'asynchrone. Et on voit que la vidéo interactive en asynchrone, elle a un bénéfice, c'est que il y a pas mal de gens qui ont leurs enfants à la maison. C'est peut-être pas forcément évident de faire une réunion virtuelle à 11h quand il y a les enfants qui courent partout. Sinon, on se retrouve un peu comme à la BBC avec le petit gamin qui passe derrière et la maman qui vient le rattraper au dernier moment. Alors que la synchrone, en fait, va permettre aux gens de consommer le contenu de formation quand ils le souhaitent, quand ils sont disponibles. Alors peut-être plus tôt le matin, plus tard le soir, ou voilà, un moment qui les arrange. Donc voilà, ça c'est le constat que Ubicast peut faire. Voilà, et donc de ces trois constats, on a accéléré la démarche qu'on avait déjà lancée pour vous proposer donc une solution alliant nos trois technologies. Donc je vais vous présenter la brique EdTech. Donc EdTech, c'est la première marketplace du secteur de la EdTech qui a deux missions principales. Le premier, comme on le disait, c'est booster les départements formation avec un logiciel de gestion de projet qui est 100% dédié à la formation digitale. Donc là, ce qu'on va être capable de faire, et c'est ce que je vais présenter plus tard, c'est vraiment donner de la capacité au département de formation de reprendre leur activité, voire de l'améliorer, de l'accélérer. Et deuxièmement, la deuxième mission d'EdTech, c'est donc la première marketplace, c'est-à-dire que on regroupe tous les freelances du secteur sur la plateforme. Donc, vous avez autant des freelances que des agences auxquelles vous pouvez faire appel si vous en avez besoin. Et je vais présenter justement ces deux fonctionnalités. La première, c'est un outil de gestion qu'on a développé avec quasiment 10 ans d'expérience sur la première entreprise que je dirige qui s'appelle EduFactory, que vous connaissez peut-être, qui crée de la formation digitale sur mesure pour les grands groupes. Et donc, on a été capable de créer des algorithmes qui nous permettent aujourd'hui de simuler des coûts. Par exemple, si on a besoin de faire un synopsis ou un storyboard, combien de temps ça va prendre, combien de jours hommes ça va prendre, et si on l'externalisait, combien ça coûterait. On est capable d'estimer donc les ressources nécessaires. On est capable d'automatiser des comptes rendus. On sait à quel point ça peut être chronophage à chaque fois qu'il y a une réunion de générer un compte rendu. Là, sur la plateforme, on a automatisé tout ça, on a standardisé tout ça. On est capable également de générer des templates par livrable. Aujourd'hui, les responsables de formation, ils se sentent un peu délaissés parce qu'ils n'ont pas leurs équipes à leur côté, ils ne sont pas forcément en réunion.
ils sont seuls chez eux, comme le disait Jean-Marie. Et donc là, ça devient un peu compliqué de se remettre dans un système de fonctionnement je dirais normal. Donc là, évidemment, nous, on propose des templates pour être capable de dire, si vous souhaitez faire une formation RGPD de 22 minutes, voilà le template à utiliser sur la partie pédagogie, sur la partie animation, montage, etc. Ensuite, quelque chose qui est très important pour tout le monde, c'est être capable de générer des plannings en temps réel et recevoir des alertes pour savoir si on veut terminer à une date particulière, bien évidemment, quelles sont les différentes tâches à produire et dans quel ordre. Et beaucoup plus important, si vous souhaitez externaliser certaines des tâches, on est capable de gérer tous les contrats, on porte tous les contrats, tous les paiements. Donc, il n'y a pas d'effort particulier. Au contraire, c'est un gain de temps énorme pour nos clients qui ont déjà installé la solution et surtout dans les temps difficiles qu'on est en train de traverser. Donc là, vous voyez très rapidement des captures d'écran de l'outil de gestion. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir une démonstration un peu plus poussée, on vous le fera avec grand plaisir. On va vous donner tous les contacts à la fin et ce sera avec grand plaisir qu'on vous montrera ça. Mais vous avez donc une capacité de, premièrement, sur le tableau de bord général, avoir une vision globale, alors sur PC ou sur mobile, des différents livrables qui sont attendus dans la semaine, les missions que vous êtes en train de poster, le planning, ce qui est ce que vous devez valider dans la semaine, etc., ce que vous devez produire. Donc, c'est un outil qui permet tout de suite d'avoir une vision très, très large sur tous vos projets de formation que vous pouvez gérer en parallèle. Ensuite, vous avez, si on va en bas, sur le Gantt interactif temps réel par projet, vous voyez automatiquement toutes les tâches que vous devez faire, donc les choix pédagogiques, synopsis, storyboard, traduction, montage, etc., avec les différentes dates et les alertes qui seront associées. Ensuite, vous avez en haut à droite un assistant de création de projet. C'est là où on parlait de template, c'est-à-dire que ça va vous aider à estimer le temps de travail. C'est-à-dire, là, je vois sur la capture d'écran, ça doit être un peu petit pour vous. Il y a marqué cybersécurité. C'est un module de 30 minutes pour les nouveaux arrivants. Quelle est la complexité du projet? Donc ça va temps passé. Quels sont les documents qu'on va utiliser et à quel niveau de maturité sont les documents? Donc, est-ce que c'est un document non travaillé, est-ce qu'on doit faire des interviews d'experts, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle un onboarding projet qui permet d'identifier la quantité de travail, le temps qui va être passé et les coûts qui vont être associés. Et après, vous avez un gestionnaire de livrables qui vous permet en fait d'avoir cette vision de tous les livrables en parallèle et savoir qui dans votre équipe ou qui externaliser et sur quel sujet et donc avoir une maîtrise globale de vos projets. Donc, côté client, c'est très simple. On a 3 offres toutes simples. C'est j'utilise uniquement le logiciel de gestion, c'est de l'interne, c'est pour nous, c'est pour gérer nos projets en interne, on ne veut rien externaliser, c'est pas la politique de l'entreprise où on a suffisamment de ressources. Donc, on va tout faire en interne, on n'utilise que le logiciel de gestion. 2, on peut rechercher 1 ou 2 head takers. Donc, les head takers, ce sont évidemment les freelances et qui sont inscrits sur la plateforme. Donc, vous complétez votre équipe parce que vous n'avez pas d'experts sur la cybersécurité. Vous allez le chercher sur la plateforme où vous n'avez pas de traducteur, où vous n'avez pas de personne qui va faire du motion design, du graphisme pour venir compléter, par exemple, ce qui a été fait sur Ubicast. Et si vous voulez quelque chose, un petit motion design au début ou des choses comme ça, eh bien, vous allez demander à un head taker. Et pour terminer, vous pouvez chercher des agences comme Edufactory ou comme les concurrents d'Edufactory qui vont être capables d'ailleurs de répondre aux différents projets que vous allez poster. Et vous voulez simplement que le projet soit géré sur la plateforme. Donc, vous prenez un chef de projet tech et lui va gérer directement les agences. Vous n'avez rien à faire. On a aujourd'hui réussi à ce qu'on appelle onboarder plus de 2500 profils. Avec, là, vous ne les avez pas toutes, c'est pour ça qu'il y a les 3 petits points en bas. Il y a 70 compétences, même un peu plus aujourd'hui. Donc, chef de projet, développeur, ingénieur pédagogique, des formateurs présentiels, des gens qui font du webinar, développement de logiciels. Enfin, vous voyez un petit peu là toutes les catégories. On peut vous les présenter encore une fois avec plaisir. L'idée dans ce slide-là, c'est juste de montrer qu'on a voulu couvrir l'intégralité du champ de la formation, pas uniquement digitale, la formation complète, pour être capable de répondre à tous vos besoins. Donc, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud. Si on doit faire de l'administration plateforme ou de l'accompagnement plateforme, c'est aussi possible. Il suffit de sélectionner les bonnes compétences dont vous avez besoin en fonction de leur disponibilité, des vôtres, des plannings, des budgets, etc. Et on le voit bien, en tout cas chez les clients qui explosent l'usage actuel en formation, c'est qu'ils ont réuni justement l'ensemble des compétences pour démarrer. Et on ne parle pas forcément d'entreprises qui ont des services formation avec 10, 15, 20 personnes. C'est plutôt réussir à réunir des compétences dont on a besoin ponctuellement
pour réaliser, préparer les projets. Et au final, on s'aperçoit que c'est rarement les entreprises qui ont le plus gros service formation qui ont les plus gros usages. Parce que généralement, celles qui ont un petit peu moins de moyens n'ont pas le choix que de trouver des solutions. Et généralement, elles trouvent des solutions et elles ont des résultats qui sont assez impressionnants, en tout cas sur la période. Et je pense que c'est vraiment une très bonne solution parce que nous, voilà, c'est des compétences qui sont rares, qu'on trouve plus difficilement, alors qu'en fait, on a plein de personnes qui sont disponibles, quoi. Exactement, c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Et bien évidemment, l'objectif n'est pas de vous proposer, je dirais, n'importe qui, n'importe quoi. Bien évidemment, on mise énormément sur la qualité des personnes qu'on a onboardées sur la plateforme. Et pour ce faire, on a 5 étapes de validation. Le premier, c'est que chaque compétence est testée. Si vous êtes ingénieur pédagogique, en 15 minutes, on va le tester en vous demandant d'écrire un synopsis ou une structure pédagogique sur une modalité donnée, mobile learning, micro-learning. Donc, la personne va être testée. Si le test est validé, on va faire une analyse du portefeuille de réalisation qui a été envoyé et on va vérifier la qualité de ces réalisations. Si ça passe, on arrive à la qualification téléphonique. Donc, on a un business développeur qui va prendre la personne au téléphone, faire connaissance, vérifier ce que le candidat veut mettre en avant sur la plateforme et comment est-ce qu'il veut en fait trouver les projets, ce qui l'intéresse le plus. Une fois que cette troisième étape est passée, on passe à l'étape 4. On va faire ce qu'on appelle du background check. On va vérifier en fait le background qui a été donné, donc les précédentes réalisations. On vérifie la viabilité de l'entreprise de l'indépendant. Et donc ça, c'est EveryCheck qui va faire ça, notre partenaire. Donc c'est une boîte de background screening qui est certifiée, qui ne s'occupe que de faire que ça. Et pour terminer, le talent sur le head taker va avoir une note qui est attribuée sur la plateforme par les différents clients avec lesquels il a pu travailler, ce qui vous permettra de connaître le rating de cette personne. Voilà pour la brique head take et on vous présentera après dans les usages comment ça fonctionne. Super. Alors du coup, je passe à la partie plateforme. Alors l'idée aujourd'hui, c'était simplement de réexpliquer les éléments de base parce qu'on a eu énormément du coup, je disais, de demandes et l'objectif aujourd'hui, c'est de proposer une solution à des gens qui sont complètement à l'arrêt. Et souvent, ce qu'on nous demande, c'est, alors très bien, il nous faut un outil de création, il nous faut des experts, il nous faut aussi une plateforme. Et les gens ont un petit peu du mal à savoir comment orchestrer tout ça et à quoi ça sert. Donc, l'idée, c'est de rappeler un peu les bases. Aujourd'hui, quand on parle de plateforme, il y a plusieurs acronymes. Déjà, on parle de LMS, de Learning Management System, de LXP, de Learning Experience Platform, chacun un petit peu cette thématique. Donc, il faut savoir que l'idée de base, c'est qu'une plateforme, ça sert avant tout à valoriser vos contenus. Donc, vous allez créer et concevoir des contenus. On verra après que on peut accompagner avec la plateforme, mais l'idée, c'est vraiment un endroit sur lequel on va faciliter le dépôt du contenu, la diffusion et le suivi. Vous allez avoir finalement un contenu qui est de qualité que vous allez créer. Ben là, vous allez avoir un espace pédagogique qui va magnifier ce contenu en ayant pour objectif de l'adapter, de créer une expérience apprenante pour chaque personne qui est au bout. Voilà. Si tu passes sur le slide d'après, Alexandre. Donc, en gros, on va servir à 3 choses globalement. Le premier, c'est structurer le parcours de formation. Là, vous le voyez, on est à distance. La base de la formation, ça reste la session, ça reste le moment où on va se réunir. Qu'on se réunisse dans une salle ou qu'on se réunisse finalement à distance dans un programme de formation, la plateforme, ça va vous permettre de structurer les différentes phases d'apprentissage. Donc, des phases en amont, des phases pendant la séance, des phases après la séance. Et comment on va faire ça? Même en étant à distance, on va finalement recréer les conditions du en salle. Donc, avant la formation, la personne va faire partie d'un groupe de stagiaires. La personne va pouvoir se confronter aux autres stagiaires. On va créer notamment des questions avant la session. On va être en capacité, en gros, d'adapter le contenu en fonction du niveau de la personne. Donc, l'objectif d'une plateforme, c'est que vous avez un contenu, mais la plateforme va être en capacité de l'adapter en fonction de ce que la personne va répondre. Vous allez pouvoir recréer des travaux de groupe à distance également. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre vos apprenants ensemble à distance, que ce soit par exemple en vidéoconférence ou en salle. Bon, en ce moment, c'est beaucoup plus à distance. Et après la session, vous allez avoir des compléments et chacun va pouvoir progresser en fonction de son niveau. Donc là aussi, après la séance, on va pouvoir mettre des choses adaptées et le personnaliser à la personne. Donc l'idée de la plateforme, c'est vraiment ça pour l'apprenant, de se dire que vous avez créé un contenu, le métier de la plateforme, ça va être de l'adapter en fonction de la personne.
et de proposer un parcours d'apprentissage adapté. Donc ça, c'est le côté vraiment apprenant et c'est ce qu'on met aujourd'hui dans la partie Learning Experience Platform. On parle plutôt d'outils centrés sur l'apprenant. Mais il faut savoir que la base des plateformes, ce n'est pas uniquement de servir les apprenants, puisque la formation, c'est vraiment un triangle entre l'apprenant, le formateur et l'administrateur. Et si tu passes du coup au slide d'après, il faut savoir que la plateforme va aussi avoir deux rôles principaux qui sont un peu des rôles historiques. Le premier, c'est faciliter la création de contenu. Donc, vous allez trouver des outils dédiés, mais le rôle d'une plateforme, c'est pour un formateur de simplifier notamment l'accès à cette création. Donc, dans les plateformes, vous allez trouver des outils qui vont vous permettre, sans sortir de la plateforme, de créer des quiz, de créer des contenus, de gamifier un petit peu ces contenus. Mais surtout, vous allez avoir la possibilité d'accéder à des outils, et c'est le rôle des interconnexions, et notamment par exemple avec Ubicast, à l'intérieur de la plateforme RiseUp, les formateurs vont pouvoir utiliser ces outils sans sortir de la plateforme. Parce qu'on le constate aujourd'hui, vous avez des centaines d'outils de création de contenu qui existent sur le marché. Généralement, les plateformes vous disent allez les utiliser et ensuite vous les importez dans votre plateforme LMS. Mais en général, tout ça a très peu d'usage. Pourquoi? Parce que les plateformes, c'est souvent nouveau dans les entreprises. Les gens ont peu l'habitude de les utiliser. Et donc, quand on leur dit, une fois que tu as pris en main la plateforme, voilà la liste des 15 outils que tu peux utiliser. Et sur chacun d'entre eux, tu vas te recréer un compte, un nouveau login, un nouveau mot de passe, tu vas recréer des contenus, te reformer. Et ensuite, tu les importes. Ce qui se passe, c'est qu'en général, dans l'entreprise, on n'a aucun usage. On va avoir un ou deux formateurs peut-être très techniques qui vont y aller, mais on ne va jamais réussir à massifier. Et surtout, on ne s'y retrouve plus dans ces 15 outils. On a plein de formats pédagogiques disponibles, mais on a du mal à massifier. Et ce qu'on constate, c'est que les services formation qui ont industrialisé la création de contenu, ils ont fait en amont le choix de filtrer ces outils. Ils les interconnectent à la plateforme pour avoir une expérience formateur-concepteur très simple. Et ils émettent des guidelines en disant, voilà ce qu'on attend de vous, formateurs dans l'entreprise. Vous allez le créer comme ça. On a sélectionné les 3 outils importants pour vous. Si c'est de la présentation vidéo interactive, parce que c'est vrai que c'est ce qui consomme le mieux côté apprenant, on a connecté l'outil. Vous n'avez pas de nouveau login, pas de nouveau mot de passe, et vous allez très simplement pouvoir le déployer. Et vraiment, ça, c'est le point clé. Ce qu'on constate aujourd'hui dans les services formation qui, en ce moment, carburent très fortement par rapport aux autres, c'est qu'ils ont vraiment fait ce travail de tout connecter, de limiter et de fournir des guidelines aux formateurs en lui disant voilà ce qu'on attend de toi, voilà le cadre qu'on a défini et la plateforme doit être ou de liste d'outils qui sont envoyés en disant voilà tout ce que vous pouvez utiliser. Alors, il y a donc quand même vraiment Aurélie, côté formateur. Il y a quand même Aurélie qui te demande si vous avez une liste d'outils disponibles. Alors, on a émis, je pense qu'Anne-Cécile pourra envoyer le lien dans le chat. À RiseUp, on a publié un guide avec plusieurs acteurs du marché qui s'appelle le Guide Blended Learning, qui est un site internet, un blog qui est complètement déconnecté de l'activité de RiseUp, qui est vraiment pour les formateurs et c'est vraiment une source d'information où on recense à la fois des outils, des bonnes pratiques, des témoignages. Donc, je pense que Anne-Cécile pourra l'envoyer dans le chat. Maintenant, encore une fois, les outils, c'est bien, mais dans le cas d'une industrialisation, il faut vraiment, en tout cas, réduire les possibilités pour les formateurs, sélectionner en amont pour eux. Et je pense que le plus important, c'est d'émettre des guidelines. Voilà. Les entreprises chez qui il y a vraiment un usage très fort, c'est qu'on a limité le choix des formateurs. Ils ne sont pas là pour choisir les outils. C'est vraiment, voilà ce qu'on attend d'eux. Je vais vous prendre un exemple. On travaille avec un industriel qui fait de la colle pour les plafonds, donc chose très spécifique. Donc c'est une très grosse société suisse. Dans l'usine, il y a un étage qui est ses formations et tous les midis, les gens peuvent, à la pause du midi, les ouvriers qui travaillent à l'usine le matin peuvent aller créer un contenu. Ils arrivent sur un PC qui est déjà formaté. Sur leur PC, ils ont un outil qui est intégré avec une petite webcam et un fond vert. Et ils ont une liste de 15 étapes sur la droite qui est imprimée. Et c'est vraiment appuyer sur le bouton, expliquer ce que vous avez fait le matin. Si vous l'avez pris en photo, montrez la photo. Mettez un détail et ensuite vous cliquez sur enregistrer, publier. Le process est très simple, ils n'ont aucun choix. Et c'est vraiment tous les salariés qui, sur leur temps de pause le midi, peuvent aller le faire. Et l'après-midi, il y a quelqu'un qui fait un contrôle qualité. Et si c'est validé,
ils peuvent rentrer chez eux plutôt le soir. Voilà. Là, ils ont au moins un outil où c'est très simple, ça a été paramétré pour eux et les gens n'ont plus qu'à y aller, ils n'ont plus de questions à se poser. Voilà. Donc, et là, ça permet du coup de débiter très vite, très vite. Donc, dernier point, donc ça, c'est vraiment la partie formateur. C'est le côté plus classique qu'on connaît des outils LMS, c'est l'administration. Et là, dans la partie administration, une plateforme est censée vous faire gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'un service formation, aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous avez des gens qui sont là, malheureusement, pour faire des activités qui sont à faible valeur ajoutée et qui pourraient faire autre chose, et notamment travailler sur la conception. Et donc, une plateforme doit vous faire gagner du temps dans l'organisation, dans l'ensemble de la documentation légale liée à la formation, que ce soit convoqué, feuilles d'émargement qu'on digitalise, mais aussi sur la partie planification, que ce soit de sessions ou de classes virtuelles. Voilà. Donc vraiment, les trois points à retenir, c'est la plateforme doit d'abord vous faire gagner du temps pour ensuite vous permettre finalement de créer, de diffuser rapidement et offrir à vos apprenants quelque chose de personnalisé, mais toujours dans une optique industrialisée. Arnaud, tu vois une question de la part de Christelle. Je ne sais pas si tu vois dans la section questions. La plateforme est-elle reliée à la certification Qualiopi? Alors, en effet, donc sur Qualiopi, vous avez, alors de mémoire, je crois qu'il y a 7 critères à répondre. Aujourd'hui, les organismes de formation qui utilisent RiseUp vont notamment, je crois qu'il y a 2 ou 3 critères qui impactent la plateforme. Puisque sur la partie Qualiopi, vous devez mettre en avant votre catalogue de formation d'une certaine manière, démontrer qu'avant la session, l'apprenant a été testé et qu'après la session, vous allez faire une évaluation de compétences. Donc, vous allez avoir tous les outils à l'intérieur de RiseUp pour passer la certification Qualiopi, en effet. Super. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions, toutes les questions. Hein. Par exemple, si vous voulez savoir si Arnaud est confiné dans une cabane au Canada ou si c'est juste le papier peint, n'hésitez pas. Jean-Marie, à toi. Ah, c'est pas un arrière-plan virtuel, ouais. Ok. Alors. Attends, hop, voilà, excuse-moi. Merci beaucoup. Alors, du coup, sur la partie Ubicast, effectivement, c'est une boîte qu'on a créée en 2007, donc ça fait un petit bout de temps qu'on est sur le vidéo learning. On était presque en avance de phase, puisque à l'époque où on a créé Ubicast, Dailymotion faisait plus de vues que YouTube. Donc bon, on peut en rire aujourd'hui, mais c'était le cas à l'époque. Donc ça fait un petit bout de temps qu'on est dans ce domaine-là. À l'origine avec des box qui permettaient de faciliter la création de contenu. Aujourd'hui, on a toujours ces box, mais on a avant tout une plateforme vidéo qui s'appelle le Media Server et qui est une plateforme vidéo privée. On peut dire une sorte de YouTube privé dédié au learning parce qu'il y a des features assez spécifiques au monde de l'e-learning. Alors, une plateforme vidéo, ça a un intérêt parce que, comme un YouTube, comme nous, on va indexer plein de choses dedans. On va indexer les mots-clés, on va indexer l'audio, les mots-clés des slides, l'audio des contenus vidéo. Les gens vont pouvoir instantanément retrouver une séquence précise d'une vidéo qu'ils veulent retrouver. Néanmoins, si on se voit aujourd'hui et qu'on est tous les trois avec Alexandre et Arnaud, c'est parce que la vidéo, c'est bien de l'avoir en juste à temps pour que les gens piochent au moment où ils ont besoin, mais c'est aussi bien de l'avoir intégré dans des parcours avec des conceptions pédagogiques vraiment tournées autour d'un parcours en e-learning ou en blended. Et c'est là où le lien est vraiment intéressant d'avoir un média serveur en standalone, une plateforme vidéo, mais également l'intégration de ces contenus dans des parcours bien séquencés sous forme de grains pédagogiques. Donc voilà, Media Server, une plateforme vidéo qui se différencie d'un YouTube, par exemple, de 2 manières assez particulières. La première, c'est le Web Studio, c'est-à-dire que dans la plateforme, on intègre un outil qui permet aux gens de s'enregistrer avec leur webcam et ou leur écran. Et donc, ça permet de créer très rapidement des tutoriels. Gros avantage, ça utilise les fonctionnalités du web, donc il n'y a pas de logiciel à installer. Et on sait que dans l'entreprise, ça peut être un gros problème de devoir s'acheter une licence de logiciel auteur, devoir l'installer alors qu'on n'a pas les droits administrateurs sur son poste, etc. Là, il suffit d'aller cliquer sur un bouton pour pouvoir créer tout de suite une capsule vidéo. Et donc, c'est une sorte de facilitateur, d'accélérateur de création de tutos. Il y a une question sur le chat pour toi, je crois. Quelle est la différence entre Media Server et WebEx?
Très bonne question. On va dire que c'est la différence entre la visioconférence et le streaming. Grosso modo, WebEx, c'est quelques personnes parlent à quelques personnes et on a une très forte interactivité, voix plus caméra. Là où le média serveur est beaucoup plus sur de l'asynchrone et du one-to-many. Ça veut dire qu'on va adresser plus de monde. C'est pas quelques personnes parlent entre elles à un moment donné, mais c'est plutôt j'ai posé un contenu, il va pouvoir être accessible dans le temps, quand je veux, où je veux, et mon interactivité va se limiter au chat pour le coup. J'ai un exemple. Quand vous faites un Skype, vous avez les gens en direct, mais quand vous regardez la télé par votre Freebox, par exemple, vous savez qu'il y a une latence entre ce qui se passe. Si on regarde un match de foot, par exemple, le but, il arrive chez vous peut-être 15 ou 20 secondes après qu'il ait eu lieu dans le stade, parce qu'on est sur du streaming et non sur des technologies de visioconférence. J'espère que je réponds bien à la question. Et non à côté. Donc voilà, le Web Studio, un outil de création de contenu pour vraiment démultiplier ça de manière très rapide. Il y a des règles de pré-branding, ce qui fait que votre logo est déjà intégré dans la vidéo. On peut mettre une image de fond pour qu'on ait la webcam, les slides, et puis autour une image qui brande un peu tout ça. Et surtout, on a développé ce qu'on appelle du Dynamic Rich Media, c'est-à-dire qu'en fait, quand on enregistre, les deux sources sont dynamiques. Ce qui veut dire qu'après, quand la personne lit la vidéo, elle peut cliquer soit sur la tête du formateur, soit sur les slides de présentation pour les mettre en plein écran. Et donc, en fait, chacun va créer sa propre expérience de visionnage, en fait, chaque apprenant. Et puis, donc ça, c'est la première différenciation. La deuxième, c'est notre lecteur vidéo. Le lecteur vidéo du Bcast, il est vraiment spécifique puisque on va retrouver des fonctionnalités classiques à gauche, hein, play, pause, je reviens de 5 secondes, je lis plus vite, je lis moins vite. Mais à droite, on va avoir une barre latérale dans laquelle on va pouvoir proposer des annotations sociales et des annotations éditoriales. Éditoriales côté formateur, sociales côté apprenant. Alors, avant tout, il faut savoir qu'un apprenant, il retient 20% de ce qu'il lit, mais il retient 50% de ce qu'il voit et entend en même temps. Mais un cran plus loin, il retient 70% de ce qu'il discute avec d'autres. Et ce qu'on essaye de faire chez Bcast avec notre lecteur vidéo, c'est de favoriser les interactions, les discussions autour du média vidéo de learning pour faciliter et insister sur l'ancrage mémoriel du contenu qu'on va essayer de délivrer dans le média vidéo. Et donc, côté annotation, sur le player du Bcast, dans les annotations éditoriales, un formateur va pouvoir, un, chapitrer, deux, ajouter une pièce jointe, mais temporalisée. C'est-à-dire que si vous avez une petite capsule de 10 minutes, vous allez pouvoir dire que telle pièce jointe, elle vient compléter ce que vous dites à la 3e minute. Et donc, au lieu de dérouler, d'expliquer un PDF de 20 pages, vous le survolez et vous expliquez à vos apprenants que l'intégralité de la procédure est disponible dans le PDF de 20 pages qui se retrouve synchronisé avec la vidéo. Jean-Marie, tu te fais challenger par Vincent Minier de l'INSTL, que je salue d'ailleurs, qui te demande comment est-ce que ces pourcentages sont calculés. Alors ça, c'est une étude qui vient d'un psychiatre ou psychologue qui s'appelle William Glasser et qui s'appelle Every Student Can Succeed. Et bim. Okay. Ben, je les connais bien, ces stats-là, parce qu'on les utilise pas mal, effectivement, et c'est une vraie étude scientifique qui est sortie. Je pourrais éventuellement, a posteriori, vous retrouver l'origine. Et sans problème, je ne sors pas de mon chapeau. Slide suivant ou pas J'en ai pas d'autres, donc je finis sur là. C'est pas grave. Annotation éditoriale, donc des chapitres, la possibilité pour les formateurs de mettre des quiz temporalisés pour maintenir l'attention de l'apprenant. Et également, et pour moi c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle une activité. Et donc là, on va pouvoir mettre un code embed, donc prendre un autre morceau du web ou d'un autre morceau d'un parcours de formation pour venir enrichir la vidéo. Côté annotation sociale, les apprenants vont pouvoir poser des questions, se les poser entre eux ou favoriser les échanges entre le formateur et l'apprenant. Et donc là, on arrive vraiment dans le changement du rôle du formateur qui, avant, en salle, était quelqu'un qui délivrait sa connaissance aux gens, alors que maintenant, ça devient un animateur. En fait, il va animer une communauté. On a participé à plusieurs MOOC et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une vraie communauté d'apprenants qui s'est créée grâce à notre player, en fait. On a accompagné le MOOC de Cécile Dejoux sur le manager à l'ère de l'intelligence artificielle. Et il y a, dans une de ses vidéos, elle dit « Et vous trouvez sur le web de nombreux livres blancs qui expliquent comment l'IA peut aider le management. » Et là, il y a un apprenant dans le player, à ce moment-là de la vidéo, qui met un commentaire en disant « Mais où est-ce que je peux trouver ces livres blancs ?» Et avant même que le community manager ou que Cécile Dejoux puisse répondre, il y a un autre apprenant qui lui a envoyé un lien en disant « Voilà, là, tu en as plein ici. » Et une vraie communauté est venue s'engager et enrichir le contenu. Ce qui fait que
Normalement, une vidéo, vous la créez le lundi, le vendredi, elle a moins de valeur parce que l'info, elle dépérit, elle périme. Alors qu'avec ce player, on va permettre aux gens de l'enrichir et de venir améliorer le contenu. Et donc, le vendredi, votre vidéo, elle a beaucoup plus de valeur que le lundi quand vous l'avez créée. Et tout ça se retrouve bien entendu imbriqué dans les outils RiseUp. Donc du coup, tous ces outils de création et de diffusion, ils peuvent être appelés depuis l'interface RiseUp pour éviter aux formateurs ou aux apprenants d'avoir 15 000 interfaces à gérer, parce que ça, c'est la clé. Arnaud l'a souligné, c'est l'expérience utilisateur. Et c'est là-dessus qu'on a insisté. Et bien sûr, ça peut être complété de task force, de head takers que vous pouvez aller chercher chez Alexandre. Merci Jean-Marie. Et la partie, Ouais, la partie web studio, simplement, par rapport à ce qu'on se disait sur le formateur, sur industrialiser, ce qui est très fort, c'est que du coup, vous automatisez des règles en tant qu'administrateur de jingle, de fond, de mise en page ou autre, qui fait que votre formateur au dernier kilomètre n'a pas à se soucier de la partie graphique, mise en page. En fait, il a simplement à cliquer sur enregistrer, expliquer son savoir, donc vraiment ce pourquoi il est bon et mettre sa présentation. Et en fait, toute la mise en forme se fait automatiquement, ce qui fait que vous pouvez très facilement, une fois que vous avez fait les paramètres, aller chercher 50 personnes dans votre entreprise et leur dire simplement de s'enregistrer et tout va se mettre en forme automatiquement. Et ça, dans le côté industrialisation, c'est très fort par rapport à 50 formateurs qui iraient chercher des outils à qui vous direz. Donc, il y a vraiment un framework qui est clair, qui permet de sortir des contenus avec une qualité professionnelle où on aura forcément l'introduction de l'entreprise, le jingle, etc. Enfin, tout qui est positionné tout seul. Et le formateur peut juste se concentrer sur expliquer la connaissance, quoi. Merci. Merci. Et voilà, pour terminer, avant de passer à la session questions, on présente ici deux cas d'usage de clients avec lesquels on a travaillé qui ont utilisé les trois solutions. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui. Il y a Assystem, qui est un des plus gros cabinets européens d'ingénierie, qui a voulu faire un module sur la RGPD. Alors, le projet a été fait en 72 heures, intégralement. Ils ont enregistré le message du président, ils ont demandé à des head takers de créer les personnages que vous voyez là, et on a intégré le tout sur RiseUp. C'est pas plus compliqué que ça a été fait en 72 heures. Et avec l'Audit, qui est un gros cabinet de compliance, on a fait un module sur la compliance. Et de la même manière, on a enregistré un intervenant, on a rajouté des personnages. Vous voyez en fait en bas, on a fait des environnements en 3D avec des head takers et on a intégré le tout sur RiseUp. Voilà. Et le projet a été fait en 2 semaines. Donc, ce sont des cas d'usage extrêmement simples sur des projets que vous avez peut-être aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire, vous avez des formateurs que vous pouvez occuper, entre guillemets, ou qui pourraient utiliser leur savoir. Vous avez des ressources à aller chercher. Vous avez besoin d'un endroit où tout ça se retrouve. Mais ce sont ces trois solutions qu'on vous présente aujourd'hui. Et donc, on a vraiment une réponse extrêmement rapide, extrêmement, je dirais, intéressante économiquement parlant. On peut vous déployer cette solution en 48 heures. Donc vraiment, c'est du clé en main. On a un système d'abonnement par licence lié au volume de personnes et au volume de responsables formation. Sur la partie EdTech, ce sont des licences pour le responsable formation, peu importe le nombre d'utilisateurs. Sur Ubicast et sur RiseUp, c'est par nombre d'utilisateurs. C'est une solution donc, qui est scalable, évidemment, que vous pouvez démultiplier. Tout est modulable, évidemment. Si une solution est déjà existante, c'est un point qui est très important. Si vous avez déjà un LMS ou si vous avez déjà un système de captation vidéo ou si vous avez déjà une marketplace ou un outil de gestion, par exemple, et que vous décidez de débrancher une des briques, on peut vous proposer évidemment quelque chose de modulable où on retire chacune des briques qui ferait doublon. Et là, on vous a donné un exemple pour un pack avec donc un responsable formation qui va créer un module pour 500 apprenants. Vous allez commencer avec 3,40 € par apprenant par mois pour la solution RiseUp et Ubicast. Après, évidemment, avec le nombre d'apprenants. Et vous avez une licence de 250 € pour le responsable formation pour utiliser l'outil de gestion EdTech. Voilà à peu près l'ordre de grandeur. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose là-dessus, Arnaud, Jean-Marie? C'est bon? Moi, je pense que tu as tout dit. Et ce qui est intéressant, c'est on voit vraiment en ce moment, en tout cas, des entreprises qui font des services de restauration qui font des choses assez extraordinaires en termes de rythme de création de contenu, d'industrialisation ou autre. Et voilà, je pense que sorti de la période, il y aura vraiment des gens qui auront vraiment profité de ça pour accélérer parce que c'est souvent quelque chose pour lequel on a rarement le temps. Et je pense qu'il faut vraiment profiter de la période parce que les gens ont le temps de réfléchir, ont le temps de concevoir, ont le temps de travailler sur tout ça.
Et de l'autre côté, vous avez une population apprenante qui, elle aussi, a le temps et souhaite s'abreuver de contenu. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas passer à côté de ce qu'on peut gagner pendant la période. Voilà. Yes, donc on va passer à la session questions. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, comme par exemple, est-ce que Jean-Marie porte une chemise mais pas de pantalon? Alors, je vois pas mal de questions là qui sont postées, hein. Je vous laisse y répondre. Moi, j'en vois une pour moi. Après, j'en ai une. Il y en a pour toi aussi, Arnaud. Les capsules créées peuvent-elles être déposées sur un autre LMS? Alors, est-ce qu'on parle de capsules vidéo? Si c'est le cas, alors, s'intégrer avec des LMS, il y en a qui sont très fermés. On a la chance avec Arnaud et RiseUp de pouvoir discuter et donc d'intégrer finement nos solutions. Il y a d'autres gros providers qui veulent pas trop parce qu'ils ont leur outil auteur à l'intérieur. Alors, même s'ils vont moins loin que les nôtres, ça ne nous permet pas de nous intégrer très 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 loin. Néanmoins, avec un code embed, on peut toujours faire le bridge. Et on a pas mal de clients qui font ça en fait. Donc ma réponse est oui. Après, selon les LMS, on arrive plus ou moins à s'intégrer finement. Ensuite, si ce sont des capsules qui sont créées par des head takers, bien évidemment, ça fait partie des conditions de ce que vous leur demandez. Vous pouvez demander que ça soit une animation d'un personnage ou un document ou une vidéo qui soit dans un format précis. Et vous pouvez même mettre dans le channel d'onboarding que je vous ai présenté précédemment des contraintes techniques. Vous pouvez dire, moi, je veux que ça soit sur Storyline, je veux que ça soit sur l'outil de RiseUp, je veux que ça soit en format SCORM. Vous le mettez simplement dans votre onboarding et la réponse sera faite dans ce sens-là. Je vois une question, pardon, pour toi, Arnaud, sur la RGPD. Alors, oui, sur les RGPD, en effet, RiseUp respecte en tout cas tous les protocoles requis pour ça. Il faut savoir qu'une grande partie de nos clientèles sont des sociétés banques, assurances. On a des audits réguliers, donc l'hébergement est en Union européenne et on respecte pleinement ça. Et vous avez raison, en tout cas, c'est des questions qu'il faut poser quand vous faites l'acquisition d'une plateforme. Ces coûts sont hors coût d'implémentation de RiseUp, entre parenthèses SSO. Alors, le SSO est maintenant quelque chose de standard, c'est pas ce qu'il y a de très coûteux quand on déploie une plateforme. Y a-t-il d'autres intégrations possibles plus innovantes que SCORM? Alors oui, je ne sais pas si on peut rentrer dans le détail là, mais en effet, hein, quand on vous parle d'intégration entre RiseUp et Ubicast notamment, et même avec EdTech, c'est-à-dire que l'idée, c'est que vous puissiez utiliser ces services directement bien interconnectés. Vous êtes en train de créer votre module, vous voulez que ce soit revu par un professionnel, par un EdTaker, vous allez pouvoir lancer les demandes très rapidement, il pourra intervenir sur votre plateforme. De la même manière, vos formateurs, depuis RiseUp, ils accèdent à Ubicast sans avoir à aller sur Ubicast. Voilà. Le protocole, bon, c'est du LTI, mais on s'en fiche en fait, hein. L'important, c'est que la personne soit dans son espace RiseUp et au moins il clique sur vidéo interactive. Il ne se limite même pas qu'il a basculé sur un autre outil, il peut l'utiliser à l'intérieur. Voilà. Et c'est ça d'ailleurs, c'est ce petit changement qui fait que l'expérience utilisateur est simple, bonne et que du coup, on démultiplie les usages. Voilà. Il y a une autre question de Vincent Mignet que je vais prendre, mais ça sera aussi orienté pour toi, Jean-Marie. Question réseau. Comment prendre en compte les débits parfois faibles de certaines connexions à la maison en cette période de télétravail? Alors, c'est une très bonne question. Chez EdTech, on a déjà fait l'exercice. On a eu justement, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, non, il y a 10 jours même pas, Essilor qui est venu vers nous et qui nous a dit, on a des modules qui font plus de 300 mégas, ça passe pas. Comment on peut faire pour les réduire? Et donc, on a pris un spécialiste qui faisait de la réduction, de l'optimisation de taille de module. Donc, il prenait tout le score, il le découpait, il prenait les vidéos, les animations, il a transformé 45 modules en 3-4 jours de travail, 45 modules qui faisaient de 350 mégas à moins de 50 mégas. Ça, c'est pour la partie EdTech. Ça fait partie aussi des contraintes que vous pouvez mettre quand vous postez un projet. C'est j'ai besoin que le résultat final fasse cette taille-là. Alors, tu as déniché le pro de WinZip. Nous, on a un gros impact sur la vidéo. C'est clair que c'est peut-être ce qui prend le plus de débit. Et j'ai 2 éléments de réponse à cette question. La première, elle est côté production de contenu. J'ai parlé du Web Studio, le petit outil web qui permet de s'enregistrer. Alors effectivement, il faut être connecté, mais le gros avantage, c'est que il met en RAM de l'ordinateur l'enregistrement. Ce qui fait que l'impact d'une très faible connectivité va être le temps d'upload à la fin de l'enregistrement et non la qualité de l'enregistrement. Et ça, c'est important.
parce qu'effectivement, des visios, pour le coup, des visioconférences, si on a une mauvaise bande passante, la qualité va être horrible et toute pixelisée. Avec notre enregistreur, même si on a une mauvaise bande passante, la qualité va être bonne. C'est juste le temps d'upload qui va être plus long à la fin. Il faut juste falloir être un peu plus patient. Et l'autre versant de cette question, c'est côté apprenant, celui qui visionne. Et donc, en fait, les solutions vidéo du Bicast, la première chose qu'elles font quand une vidéo est uploadée, elles la transcodent. C'est-à-dire qu'elles la moulinent en plusieurs qualités, plusieurs formats, pour que la vidéo puisse être accessible en très haute qualité, moyenne, basse ou mode audio tout simplement. Et puis plusieurs formats pour que ça puisse être lu sur smartphone, sur tablette ou sur PC, quel que soit le navigateur. Merci. J'ai une question de François pour EdTech qui demande depuis quand EdTech est ouverte, combien de clients depuis son ouverture et est-ce qu'on est encore en prototypage? Alors, et ton numéro de tirette. Très bonne question, merci. L'entreprise a été lancée l'année dernière, enfin la plateforme a été lancée l'année dernière. On a commencé par évidemment faire l'onboarding des freelances donc pour dépasser les 2500 et ça ne fait qu'augmenter encore. On a embarqué des bêta-testeurs pour construire la plateforme avec nous. Entre autres Alstom, Essilor, Danone, LVMH, Total, Société Générale, Crédit Agricole, qui sont lancés tout de suite dans l'aventure avec nous pour être capable justement de faire ces différents types de prototypage. Maintenant, on veut que ce soit une solution qui soit très évolutive. Donc, depuis qu'on l'a lancé, maintenant, c'était au mois de janvier, au grand public. On continue à faire des évolutions, bien évidemment, des versions différentes en fonction des mois, des montées en version. Mais là, on est complètement en mode opérationnel. Et donc, depuis janvier, on doit avoir quasiment une quarantaine, cinquantaine de clients aujourd'hui, des grands comptes majoritairement et des ETI, qui utilisent la solution EdTech. Alors, je vois qu'on ne voit plus Arnaud, mais peut-être qu'il nous entend encore. Ah oui. Ouais. Alors, je vois une question de Philippe. Je me suis inscrit sur RiseUp pour avoir une démo, mais ce n'est pas concluant. Il faudrait une demande de 2 mots auprès d'Arnaud de RiseUp en webinaire. Tu vois la question sur le chat? Oui, bah, Anne-Cécile a envoyé le lien pour faire des demandes de démo, il n'y a pas de souci. Excuse-moi. Moi, je vois une question sur le format des vidéos. Moi, mon conseil, c'est toujours d'enregistrer dans la plus haute qualité, puisqu'après, en vidéo, on peut dégrader la qualité en partant d'une qualité haute, mais on peut pas remonter une qualité en partant d'une basse quand c'est bas. Donc, il vaut mieux enregistrer le plus haut possible et dégrader après pour que ça s'adapte à la bande passante. Ça, c'est le premier point. Maintenant, c'est clair que ça sert à rien de diffuser une vidéo de formation en 4K aujourd'hui. Ça, c'est complètement inutile. Néanmoins, on est prêt pour le futur. Y a-t-il, et l'importance sur la durée de la vidéo, nous, ce qu'on sait, c'est que, avant tout, il ne faut pas que ça dépasse 15 minutes. Ça, c'est une évidence. Maintenant, se dire je fais du micro-learning en 2-3 minutes, ça dépend vraiment du sujet, parce en 2-3 minutes, on survole quelque chose. Moi, mon avis personnel, fort de mon expérience, c'est que le sweet spot, le bon endroit, le bon timing, la bonne durée d'une vidéo, c'est 7-8 minutes. Une bonne vidéo pédagogique. D'ailleurs, on va bientôt sortir chez Bicast un petit guide qui va permettre aux gens de scripter le tournage d'une vidéo pédagogique. Et donc là, on a tout un guide en disant combien de mots il faut que ça fasse, etc. Et donc, ça permet aux gens de structurer leur approche pour créer le contenu. On va sortir ça très prochainement, donc restons en contact et puis vous recevrez le petit livre blanc là-dessus. Je vois ensuite une question d'une formatrice qui fait du sur-mesure. Combien de temps entre le référencement et la mise en ligne d'une formation? Donc, pour l'installation de notre solution tripartite, on a accepté le challenge des 48 heures et qui nous semble complètement faisable puisqu'on l'a fait déjà précédemment. Donc, c'est même pas un challenge d'ailleurs. Donc, 48 heures, on va dire, pour la mise en place de la solution. Et après, en même pas 24 heures, vous pouvez créer des formations. Si vous utilisez que l'outil auteur de RiseUp, en quelques minutes, vous pouvez créer une petite formation des interactivités. Si vous enregistrez sur Ubicast avec la solution de Jean-Marie et de ses équipes, c'est le temps d'enregistrement en réalité, donc c'est extrêmement rapide. Et si vous voulez faire une mission sur EdTech, tout dépend de la mission, à savoir, par exemple, ceux qui ont créé des personnages pour un système, ça a été fait en quelques heures. Les graphismes sont extrêmement rapides.
ou si vous voulez faire de la traduction ou ce genre d'action, ça peut être extrêmement rapide. Donc, on parle de jours pour être capable de mettre en place du référencement initial jusqu'à la mise en ligne d'une formation très complète utilisant nos 3 solutions. On a répondu à tout? Apparemment. Bon. De toute façon, comme le dit Sarah dans le chat, elle vous a redonné toutes nos adresses mail. Vous allez recevoir automatiquement à la fin du webinaire la vidéo de ce qu'on vient de se raconter et vous avez nos coordonnées ici pour nous contacter. Bien évidemment, à vous de choisir, hein, ça revient un petit peu au même. Si vous avez besoin de contacter une entreprise plutôt que l'autre, on est, comme vous l'imaginez, bien en lien. Alors, je vois, il y a des questions sur le glas questions. A priori, on les a pas mal vues. J'ai l'impression qu'on les a toutes. Ouais, moi aussi. J'ai l'impression qu'on les a traités. On a répondu à la RGPD. Temps de mise en ligne. RGPD Rise Up. Arnaud a répondu sur ce point-là, sur la localisation des données et la compliance avec les normes. L'anglicisme. On s'est fait tacler. Hein. Il ne faut pas hésiter à me contacter s'il y a plus de N'hésitez pas à nous contacter, vous avez nos coordonnées. Et puis, de toute façon, on s'appelle régulièrement. On se fait un call. Ouais, en ce moment. Restez chez vous. Bon, bah merci à tous. Passez une très bonne journée. On va rester pour regarder le au revoir. J'adore. Au revoir. Petit bisou de Rémi. Salut Rémi. C'est sympa, hein. C'est petit, au revoir. Merci. C'est moi qui ai fait autant d'anglicisme, c'est très possible. Hein. Oh, j'en fais beaucoup moi aussi. Hein. Sur toi, c'est pas beau, mais ouais, ça sort tout seul. Ça sort tout seul. Ouais. Merci Mathéo. Merci beaucoup. Merci Christelle. Ah, question de Laura sur Salesforce. Ah oui. Que pensez-vous des solutions proposées par Salesforce? Alors, si c'est Trailhead, je l'ai vu tourner quelques fois. J'ai pas vraiment d'avis parce que j'ai pas de client qui l'a déployé, donc je sais pas trop en production ce que ça peut donner. Ça semblait assez limité, mais moi l'avis que j'ai, parce qu'on a regardé pour l'intégrer chez EduFactory et chez Tex, c'est que c'est un super produit cher, mine de rien, qui demande énormément de paramétrage. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on s'était interrogé donc à l'implémenter. On va prendre une solution concurrente, très certainement celle-ci d'ailleurs, sur la partie CRM et facturation, parce que c'est beaucoup plus plug and play, c'est moins cher. C'est une startup française qui utilise beaucoup d'anglicismes d'ailleurs quand on les a au téléphone, mais française, donc qu'on soutient. Et voilà. Après, j'ai pas d'avis particulier. Je sais que Salesforce c'est le leader mondial, donc on peut pas en dire que c'est une mauvaise solution, mais elle est chère, il faut la paramétrer. Et je pense que c'est avant tout un CRM sur la partie learning. Je pourrais pas vraiment juger moi personnellement. On est à 45 personnes qui sont encore connectées, qui ne veulent pas nous laisser. Nous aussi, on vous aime, on va rester avec vous alors. Voilà. On va se faire à déjeuner ici et on va se raconter nos vies. Bon, je pense que je peux mettre fin au webinaire, messieurs. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire Au revoir, Christelle. Pour le replay, je le récupérerai bien. Parce que je vais essayer d'en proposer une alternative dans notre player pour que les gens puissent voir. Tu vois, ça pourrait être sympa tu vas le voir de voir les deux. Tu vas le recevoir par mail tout de suite. Je vais le recevoir tout seul. Je vais aller le remonter.
je vais le remonter sur ma plateforme et j'essaierai de l'enrichir avec vos profils LinkedIn, vos sites web, Ah, etc. génial. Merci Pour qu'on fasse un Dominique. truc un peu enrichi. Merci Dominique. Super, c'est une belle idée. Mm. Merci. Ok. J'espère que le réseau a tenu et que c'était pas De horrible à mon écouter. point de vue, moi, je vous ai bien entendu. J'ai perdu une ou deux fois ta caméra, Arnaud, mais il y avait l'audio. Ok. Du coup, il y a une question sur les remontées statistiques. Alors, il faut savoir que tout est traqué. Et en effet, on a la possibilité de fournir des exports réglementaires plus ou moins détaillés, notamment en fonction de ce que demandent les OPCO en ce moment. Parce que le travail du début d'année, ça a été un peu, alors dans l'assurance notamment, sur la partie directive DDA, où on a besoin de faire 15 heures de formation là, chaque année. Il faut savoir que vous avez des compteurs automatiques qui permettent de le suivre et qui sont encore une fois plus ou moins détaillés en fonction de ce qu'on vous demande. Mais on traque très finement les utilisateurs. Et l'intérêt par rapport à la DDA, c'est qu'on a un compteur multi-formation qui permet vraiment de savoir pour l'apprenant lui-même où il en est dans ces 15 heures. On n'est pas obligé de faire l'addition formation par formation pour l'assurance. Tu vois, on pouvait mettre des sondages. Soumettre un sondage. Bien. Ah, merci. Détails sur le compteur multi-formation, oui, bah, avec plaisir. Si vous me faites une petite demande par email, je vous montrerai exactement comment ça fonctionne. Il faut savoir que dans l'assurance, on a énormément développé la solution justement liée à la directive IDD. Voilà, donc on a pas mal de choses là-dessus. Tu as répondu, ce que j'ai sur la partie les heures de formation, tu as répondu. Hein. Oui. Oui. Bon, moi je pense que je peux arrêter le webinaire. Merci aux participants restants. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci à tous. Bon week-end.